Acte 2 de la semaine du tribunal de l'actualité. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver sur les médias leaders Twi TV et Watt FM pour juger les faits majeurs de l'actualité. Vous le savez, nous sommes accessibles en un clic sur les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scalet-Ouedraogo, président de ce tribunal. Avec moi sur ce plateau, les juges au siège, Bernard Bougma, Geoffroy Vara. Bonjour et bienvenue à cette deuxième convocation. Bonjour Président, bonjour juge Vara, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. C'est l'actualité brûlante de l'heure. Pendant plusieurs heures, l'empire Facebook a chuté. Les applications Instagram, Messenger ou WhatsApp inaccessibles ont laissé sur le carreau plusieurs milliards d'individus. Une situation qui a mis en nu la domination qu'exerce Facebook sur Internet. L'impact socio-économique de ce géant du web mérite d'être questionné. Et c'est l'exercice que nous allons faire ce matin avec les juges au siège. Nous allons également, dans cette convocation, revenir sur le coup de gueule du ministre en charge de l'Éducation nationale qui dénonce un terrorisme scientifique qui a pion sur rue, selon lui, au Burkina Faso. Le regard des juges, ça sera juste après cette première fenêtre, les avant-propos. Et pour cette première partie, nous allons donner la parole au juge Bougma. Qu'est-ce qui a retenu votre attention pour cette deuxième convocation de la semaine ? Merci Président. Ce qui a retenu mon attention, c'est aujourd'hui 5 octobre. C'est la journée mondiale de l'enseignant. Donc, je voudrais souhaiter une très bonne fête au personnel enseignant. Beaucoup de courage au personnel enseignant parce que aussi c'est la rentrée effective des classes. Donc, tout part de l'enseignant qui va apprendre à l'enfant les lettres et les chiffres, qui va apprendre à l'enfant la hiérarchie au niveau de la société, le respect des normes sociétales qui commence par les règlements qui sont fixés au niveau de l'école et tout, la discipline. Et donc, c'est aussi l'homme qui donne, qui inculque des chiffres et des lettres, mais aussi qui contribue à bâtir la personnalité des enfants, effectivement, dont il a la charge. C'est vrai qu'avec le temps, l'aspect éducation au Burkina, on a travaillé à ce que ce soit moins visible par rapport à l'aspect instruction et c'est ce qu'on a aussi comme conséquence. Mais il y a un enseignant qui a un rôle majeur dans la société. Donc, beaucoup de courage parce que cette année, c'est aussi l'année des assises sur l'éducation. Bon, espérant que ça va redonner au système éducatif burkinabé ses lettres de noblesse, que l'enseignant sera effectivement respecté à la hauteur de son sacrifice et de son rôle qu'il joue au niveau de la société. C'est vrai qu'à l'occasion, il y a des décorations qui sont faites, mais on espère de meilleures conditions de vie et de travail pour le personnel enseignant. Donc, beaucoup de courage et bonne fête à chaque enseignant. Mon second avant-propos va concerner le coup de filet entrepris par la SELC avec la justice burkinabé, donc le procureur, au fur et à mesure que la fiche s'actualise par rapport aux personnes recherchées, il y a des croix qui sont mises sur les visages, effectivement laissant penser qu'il y a des gens qui sont en train effectivement de se rendre. C'est déjà bien, mais comme on l'avait dit ici au tribunal de l'actualité, c'était très difficile qu'une vaste opération de trafic de carburant se fasse à l'échelle nationale avec une connexion à l'international sans que dans notre administration au niveau des services, des douanes, des impôts ou même au niveau de la nationale des hydrocarbures, je parle de la SONABI, sans qu'il n'y ait de complicité interne. Alors, ce n'est pas possible. Que des populations refusent de dénoncer ou aient dénoncé mais quelqu'un n'a pas bougé. Oui, la contrebande de carburant, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle existe au Burkina. Depuis de longues années, vous prenez la région de l'Est et la région du centre-Est, c'est des zones de prédilection, il y a des localités où il n'y a pratiquement pas de station-service, ou quand ça existe, c'est une dénomination que vous ne connaissez pas parce que bon, c'est des produits de la contrebande, quoi, voilà, parce que c'est des gens qui règnent sur ces localités-là. Donc, il y a déjà 8 douaniers qui ont été effectivement épinglés dans cette affaire. Peut-être que ça va continuer, peut-être pas, parmi lesquels il y a des cadres de ces services-là. Mais c'est ça aussi. Bon, c'est vrai, il y a deux choses. Il y a la contrebande, la fraude et tout ce qui va avec, mais aussi la connexion avec les terroristes qui est aussi pointée du doigt. Et ça, encore, c'est très grave. Parce qu'hier, on a que
12 sont tombés à Yirgou avec ce que cela comporte. Bon, imaginez un temps soit peu que des Burkinabés aient été complices par rapport au carburant qui a servi à ces personnes-là pour se déplacer. Quand on pense à ces choses-là, effectivement, vous posez la question, mais pour le gain, certains sont prêts à aller jusqu'où? Donc, c'est aussi cette situation. L'affaire en justice, on espérera qu'elle va très bien évoluer. Mais j'ai dit, la société civile burkinabé a un rendez-vous avec l'histoire par rapport à ce dossier, compte tenu de l'implication de certains dans les sphères politiques, que ce soit de l'opposition et ou de la majorité. Et donc, si cette société civile burkinabé ne bouge pas, ce n'est pas évident que ce dossier-là aboutisse de façon, comme on appelle ça, normale. C'est ce que j'avais comme avant-propos ce matin. Merci, juge Bougma. Juge Va. Oui, merci, Président. Moi, mon avant-propos va concerner encore la France et la sortie de Emmanuel Macron, parce qu'il les enchaîne, ces sorties-là. On tentait de les décrypter hier. Il a semblé voulu un apaisement dans les dissensions qu'il a avec l'Algérie, et ça, il a dit de façon très claire. Maintenant, concernant le Mali, il enfonce encore le clou pour dire que la France n'est pas là pour, on va dire comme ça, combler un vide du fait de la non-action des autorités maliennes, et il a donné un peu plus de précision pour rappeler que la question du retrait avait été discutée il y a déjà 2 ans, donc ça veut dire que c'est pas avec les autorités actuelles, et donc il est surpris qu'on parle d'abandon en plein vol et tout, mais il a encore enfoncé le clou pour ce qui est du Mali. Donc il y a deux attitudes face à 2 conflits ouverts par lui-même. Relativement au Mali, il enfonce le clou. Par rapport à l'Algérie, il essaie d'apaiser les choses. On sait que l'Algérie, dans son positionnement même en termes de renseignement et d'opérationnalisation de ses forces, compte pour beaucoup. Et puis on connaît les liens aussi historiques entre la France et l'Algérie. Et je pense que les Algériens le lui ont rappelé assez pour avoir émis des doutes sur une Algérie entièrement constituée avant la colonisation. Mais écoutez, ça, il en a pris pour son grade. C'est en tout cas une politique française qu'on continue de scruter donc hors du pays. Pour ce qui est du Mali, on se demande le bras de fer va aller jusqu'où. Et il y a l'attitude même aussi des autorités qui évite de commenter beaucoup ce qui est dit, notamment depuis Paris. Mais continue, et c'est les petites informations qu'on a sous cap, continue en tout cas de renforcer sa coopération avec la Russie. Mais c'est pas ça qui gêne, mais c'est plutôt des services comme Wagner, des services militaires privés, et souvent difficiles à maîtriser. C'est ce qui fâche et crousse aujourd'hui la France, mais il continue. Je pense que ça aussi, c'est une réponse que le Mali donne à toutes ces invectives qui viennent de la France. Merci, messieurs les juges, pour ces lectures de l'actualité et surtout pour ce mot introductif. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble en direct et en simultané du lundi au vendredi. Nous allons nous intéresser à une question d'actualité, une question actuellement qui fait les choux gras des médias. C'est notamment la panne survenue sur les applications Instagram, Messenger et WhatsApp. Il faut le dire, pendant plusieurs heures, ces applications sont restées inaccessibles et privant plusieurs milliards de personnes à ce service. Un bug qui a révélé surtout la place qu'occupent ces applications dans la vie et dans nos vies. Juge Bougma, comme beaucoup l'ont dit, on a vu comme une dépendance des uns et des autres à ces différentes applications, et cela mérite justement qu'on se questionne sur la quasi-monopole qu'a ces applications, sinon ce géant du web au niveau de l'Internet. Oui, mais c'est un fait notable parce que la dépendance est liée au fait également que ce sont des outils de communication. Vous voulez interagir avec des gens, ce sont des canaux. Donc c'est vrai que sur par exemple Facebook, on peut mettre ses photos, on peut mettre ceci, et puis bon voilà. Mais il y a aussi la messagerie privée que beaucoup utilisent. Le Messenger, qui est comme on appelle ça, qui est la messagerie privée. Là, vous échangez en privé avec quelqu'un, vous envoyez certains documents, des vocaux. Là, c'est pour la communication privée. Ça, c'est un moyen de communication. L'autre, c'est beaucoup plus pour chose. Voilà. Mais il y a aussi WhatsApp. C'est la même chose. Partage des documents. Et puis bon, vous avez toutes ces entreprises-là maintenant où chacun a un groupe au niveau du personnel et tout et tout. Donc, au niveau des associations, c'est pareil. Et ce sont de véritables puissants outils de communication. Donc,
c'est la même chose. Donc, en dehors de mettre un peu de sa vie privée, photos, famille, ceci, événements heureux ou pas heureux, il y a aussi, c'est des canaux d'information en même temps. Donc, vous informez à travers vos publications et tout ce qui se passe autour de vous. Il y a de la joie, il n'y a pas de joie. Vous commencez une nouvelle aventure, vous vendez vos services, c'est aussi une plateforme de commerce. Donc, vous vendez vos services, vous vendez des biens. C'est ça aussi. Donc, c'est un outil qui a plusieurs... Bon, est-ce qu'il faut parler de couteau suisse? Ce n'est pas pour faire de la pub, mais c'est comme un couteau suisse, quoi. Donc, et en même temps, on est devenu dépendant parce que c'est plus rapide, plus facile, c'est interactif. Donc, on y est. Quand on est assis, si on n'est pas sur Facebook, on n'est pas sur Instagram, on est sur Twitter ou bien on est sur WhatsApp. Mais en tout cas, c'est l'une des plateformes qui nous occupe, ou les plusieurs à la fois. On regarde là, on prend un saut pour aller ici, on regarde là, on saute pour aller là. Donc, voilà. Donc, c'est une humanité qui est aussi devenue dépendante des écrans, dépendante des smartphones, dépendante des réseaux sociaux. Parce que parfois, même quand il n'y a rien d'important en ce qui concerne une information qui nous fait, on y est. Parfois même pas pour chercher grand-chose. Mais bon, on est là pour se distraire. Peut-être qu'on aura quelque chose de distractif. Bon, voilà. Surtout que les vidéos se déclenchent automatiquement pour ceux qui ne les ont pas désactivées, parce que pour certains, ce n'est pas désactivé. Donc, la vidéo elle-même, vous défilez une vidéo qui s'enclenche. Et quand, à cause des algorithmes, on se rend compte que vous avez un intérêt particulier pour le sport, la musique, la politique, ou je ne sais pas moi, les algorithmes vont vous faciliter la tâche. Au lieu que vous partiez fouiller, c'est des vidéos orientées dans ces choses-là qui vont être présentées à vous pour faciliter, effectivement, vos recherches. Donc, c'est une humanité, effectivement, qui est devenue dépendante. Dans le bon sens ou pas dans le bon sens également. Voilà. C'est vrai que les spécialistes et surtout certains adeptes de la théorie du complot avaient annoncé un bug dans les années 2000. Ce bug n'a pas eu lieu, mais je peux dire que hier, on a un peu vu un aperçu de ce que ça pouvait ressembler avec cette panne sans précédent qu'on a observé sur Facebook, ce géant du web. Oui, ça a duré quoi? Ça a duré plusieurs heures. 7 heures en gros. Et quand vous regardez, au fond, il y a beaucoup qui se sont retrouvés un peu vides et puis qui ne se sont pas reconnus et peut-être ont compris tout l'impact et puis l'addiction qu'ils ont vis-à-vis de ces réseaux sociaux. Parce que certains ont fait du virtuel leur vraie vie. Tant et si bien qu'il n'existe que par ça. Regardez, même quand on regarde les thèmes qui sont employés sont très bien faits, très bien ficelés. Vous rencontrez quelqu'un que vous n'avez jamais vu, à qui vous parlez de tout pendant des années, on l'appelle comment? Ami. C'est un ami sur Facebook. Un ami, on sait ce à quoi ça ramène dans notre réalité habituelle. Et puis pour le besoin que l'on a d'être vu et le besoin que l'on a d'impacter, et quand plus vous avez de personnes qui sont abonnées à vos pages, vous devenez un influenceur. Ça vous gargarise, ça vous donne un genre de contentement. Et puis ceux qui vous suivent, comme on les appelle, c'est les followers, des suiveurs. Donc, vous voyez un peu comment même dans les termes qui sont les termes qui sont employés, les concepts, on a vraiment mûrement réfléchi la chose pour qu'il y ait de l'ego qui soit flatté, le contentement qui soit donné, et puis l'addiction qui soit construite. Et ça, je pense que la plupart des gens hier ont pu l'apercevoir. Je me demande comment les influenceurs qui aiment à nous dire partagez la vidéo, j'attends que vous ayez 2000 j'aime et puis je vais commencer à vous donner le clair de mon message. Comment est-ce qu'ils étaient hier? Et ça, c'était très compliqué. Mais ce que nous, on oublie, et c'est là où pour moi il faut tenir aussi toute la proportion des choses, c'est que Internet, qui est le réseau des réseaux, fonctionnait. Ce qui n'a pas fonctionné, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est WhatsApp. Donc ça veut dire que c'est certains réseaux sociaux qui n'ont pas fonctionné. Mais le monde en a été bouleversé parce que c'est ceux qui comptent. Ça, c'est... Et à la base, quand moi j'ai lu plusieurs articles pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas et tout, on nous parle d'un changement de quoi défectueux. Ils ont un terme, changement de programmation défectueuse ou quelque chose comme ça qu'ils indexent comme étant le problème. On espère que c'est ça qui n'a pas été attaqué, parce que n'oublions pas que sur ces réseaux sociaux-là, le plus capital restera la sécurité des données des uns et des autres. Si
on peut en arriver à avoir des bugs pareils. Moi, j'ai regardé, et cela m'a beaucoup inspiré, un film, je pense que c'était un film français, ou bien américain, je ne me rappelle plus, mais dont l'idée est partie que d'une chose, c'est-à-dire en 24 heures, des données qui sont visibles par tous. C'est-à-dire vos données personnelles visibles par tout le monde. C'est-à-dire au travail, vos collègues, vos familles, vos proches qui arrivent à lire tous vos contacts. C'est-à-dire que s'il y a un bug pareil, imaginez l'impact que ça peut avoir sur la vie des uns et des autres. Je veux dire que le dysfonctionnement d'hier a ramené chez beaucoup de questionnements. Maintenant, heureusement que c'est circonscrit juste à un problème d'accès à la plateforme. On n'est pas dans la réalité où on a eu des verrous qui ont été sautés. Donc, jusqu'à présent, s'il y a eu bug, en tout cas, pour ce qui est de l'impact, outre l'accès, parce qu'il ne faut pas oublier aussi, il y a des gens qui ont leur activité qui sont essentiellement sur les réseaux sociaux. Pour d'autres, les réseaux sociaux sont un relais qui vient ajouter de la valeur à leurs activités. Donc tout cela en ont pâti. Même quand vous regardez, Facebook est coté en bourse. Ça a perdu près de 5 points si ma mémoire est bonne. Donc c'est plusieurs milliards qui ont été perdus. Il y a eu un impact financier énorme. Il y a eu un impact aussi financier chez beaucoup, dont l'activité aussi est liée à cela. Mais j'ai dit, ça a permis aux uns et aux autres de se dire, attention, on dirait que dans nos vies, cela est en train de prendre beaucoup d'impact. Les réseaux sociaux, pour terminer, pour moi, c'est pas ça le problème en tant que tel. Eux, ils sont dans une dynamique, peut-être on va encore en parler après, mais c'est comme un couteau. Moi, j'aime bien les mots d'un rappeur français qui disait celui qui allume le feu n'a pas à accuser l'allumette. L'allumette, sa vocation, c'est allumer le feu. Le problème, ce n'est pas l'allumette, c'est ce que vous en faites. C'est comme le couteau. Le problème du couteau, c'est le couteau n'a pas de problème. Il a une vocation, c'est couper. Si vous allez vous piquer quelqu'un, n'accusez pas le couteau. Le problème, c'est vous. C'est comme les réseaux sociaux. C'est un outil monstrueux qui permet, quand je dis monstrueux, ce n'est pas au sens péjoratif du terme, c'est au sens de ce qu'il permet de décupler comme bon chez vous ou comme mauvais, ou comme négligence chez vous ou comme organisation. Tout dépend de ce qu'on en fait. Et c'est là où ça devient très important pour les adultes qui en sont les utilisateurs d'exister sur ces réseaux-là d'une certaine façon, mais aussi, c'est là où je vais m'arrêter, et qu'on veille sur ceux qui sont un peu plus jeunes, sur comment est-ce qu'ils les utilisent. D'accord. Alors, c'est vrai que quelques heures après ce passage-là, les choses sont rentrées dans l'ordre. Les questions sur les vraies raisons de cette panne subsistent toujours, mais ce qui est vrai, c'est les conséquences qu'on a pu observer. Alors, pour beaucoup, l'heure aussi est aux leçons à tirer. Qu'est-ce qu'on tire comme leçon, justement, par rapport à cette situation-là, notamment pour les pays du Sud? Non, la leçon à tirer, c'est d'abord se mettre en tête que c'est un outil qui a plusieurs dimensions, qu'on peut utiliser pour vendre, pour travailler, pour se faire connaître et interagir avec des personnes qu'on connaît directement ou qu'on ne connaît pas. Nous sommes tous collègues ici, nous interagissons ensemble, nous avons des groupes WhatsApp. Mais je suis ami dans des groupes WhatsApp avec des gens que je ne connais pas, qui sont de l'autre côté de la planète, qui me disent de façon résumée ce qu'ils font dans la vie, et puis ça s'arrête là. Moi, je leur dis également ce que je fais, et puis c'est tout. Parfois, il y a des échanges de documents et tout. Et puis bon, voilà, peut-être il y a d'autres que nous échangeons, mais peut-être on va quitter le monde des vivants sans se voir une seule fois, en dehors des photos. Et vous faites même du business même ensemble. Vous vendez ensemble, vous achetez ensemble, vous faites du business ensemble sans se voir. Même je suis ici à Ouagadougou en circulation. Ah oui, salut, je suis ami avec vous sur Facebook. Ah d'accord, ok. Puis ça passe. Donc c'est un outil, c'est virtuel. Donc c'est l'envers du décor. Nous sommes dans le réel sur le plateau, mais il y a le virtuel. Parce que avec Covid aujourd'hui, la télétravail a été... il y a eu un coup de fouet. Il y a plein de formations aujourd'hui qui se déroulent sur ces plateformes-là. Mais vous ne voyez
vous voyez la personne de l'autre côté de l'écran avec des diapos et vous suivez la formation et puis vous êtes évalué votre diplôme atelier à Ouagadougou sans que vous ne soyez dans une de ces salles de classe. Donc, les avantages, effectivement, sont multiples. Donc, c'est se rendre compte, je dis bien, que c'est un outil de développement également. De développement. Donc, mais maintenant, à côté, il y a aussi l'envers du décor. Voilà, parce que le réel et le virtuel, il n'y a qu'un pas à franchir. Le réel, c'est comme si vous partez à Roroko, mal habillé, où certaines parties de votre intimité sont dehors. C'est la même chose. Dans le virtuel également, vous y entrez avec certaines parties de votre intimité aussi dehors. Ce qui fait que vous êtes... il y a de l'attraction, il y a de la curiosité, il y a des railleries, il y a aussi... Donc, c'est l'envers aussi du décor. Donc, vous partez bien habillé ou mal habillé, ou vous avez un bon comportement dans la rue, au marché, dans votre lieu de culte. Sur le virtuel également, vous pouvez avoir un comportement qui n'est pas bien. Vous attirez de l'attention, mais c'est compte tenu de votre insolence, de votre impolitesse, comme dans la vie réelle. Donc, on transporte ce qu'on est réellement sur les réseaux sociaux. Si la personne est discrète, ça va se sentir. Si elle est indiscrète, ça va se sentir. S'il est impoli, s'il est insolent, toutes ces choses-là, ça se sent dans les publications, dans la façon dont les uns et les autres réagissent. Il y en a aussi qui sont là pour amuser la galerie, comme les humoristes dans le réel. Donc, il y a ces personnes également sur les réseaux sociaux. Mais comme je l'ai dit, il y a le réel et il y a le virtuel, mais c'est la même chose. Si je vous diffame entre griffes à travers les réseaux sociaux, je diffame virtuellement et je viens répondre réellement devant un tribunal. Il y a eu des procès parce que des gens ont diffamé des citoyens, ont diffamé d'autres citoyens à travers les réseaux sociaux. Au Burkina, le premier procès Facebook, c'était à Ouagadougou, l'affaire Roga Tastas. En 2015, on était déjà sous la transition. Et après, il y a eu le procès des activistes du MPP, comment on appelle ça, non, l'ancien DG de la CNSS qui a intenté le procès contre 6 activistes du MPP en son temps pour diffamation et tout, qui avaient fait des photomontages. On avait vu ces choses-là. Donc, il y a un monde virtuel qui a un impact sur le réel et vous pouvez me répondre devant un juge pour cela. D'accord. Alors, donc pour résumer, donc c'est de prendre conscience qu'il y a cela. L'autre aspect, c'est la dépendance. C'est la dépendance. Est-ce que je suis dépendante ou pas? Est-ce que sans ça, je peux faire 2 heures, je peux faire 3 heures, je peux faire 4 heures sans ça? Donc, ça crée aussi en même temps une sorte de dépendance. Et donc ça aussi, c'est l'autre aspect. Donc, il y en a qui n'existent plus en dehors de Facebook et effectivement de ces réseaux sociaux-là, où l'exhibitionnisme atteint aussi d'autres proportions. Je dis bien, c'est comme dans la vie réelle. Il y en a qui sont exhibitionnistes de nature. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Donc, il y a ce côté dépendance. On est devenu très dépendant en fonction soit de l'activité qu'on fait, ou bien tout simplement, on a besoin de se faire voir. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs on dit réseau social. C'est un réseau, mais qui a une vocation sociale en même temps. Parce qu'il y a un impact sur le plan social qui est là. D'accord. Avec la piqûre de rappel qu'on a vue hier, pour beaucoup, c'est aussi un message aux Africains. Il y a un marché à saisir, peut-être travailler sur les réseaux sociaux, tropicaliser et avoir des réseaux qui sont en lien avec nos valeurs, avec nos réalités. On a, je dirais, la création de notre compatriote qui a mis sur la place un réseau social Waiban. Est-ce que justement, ce n'est pas un message pour dire aussi aux Africains qu'il y a une place, il y a un marché à prendre? Oui, c'est un message fort, ça je suis d'accord. C'est un message qui est effectivement envoyé. Et notre compatriote, M. Sommet, d'ailleurs, qui est passé ici au tribunal de l'actualité, voilà. Donc, Waiban, qui de mon point de vue, a un côté mieux amélioré, parce que à l'inscription sur le réseau Waiban, on vous demande vos centres d'intérêt. Au lieu de vous envoyer tout. Si vos centres d'intérêt sont la communication, la musique, la danse, le sport, ça va être orienté. Maintenant, les autres, c'est du foot-tout. Donc, c'est-à-dire que vous êtes bombardé de plusieurs millions et des millions de messages et d'informations, de vidéos qui ne vous intéressent pas. On vous propose des choses qui ne vous intéressent pas. On vous dit même qu'on vous présente un groupe, on dit, parce que vous avez cliqué sur tel groupe, donc on pense que... Voilà. Donc, ça, c'est
l'originalité de Waiban qui est différente des autres réseaux sociaux et de Facebook. Pour le moment, là, c'est en anglais. Il dit qu'il y travaille pour l'avoir en version française parce que nous sommes un pays francophone et même en français, il y a des compatriotes qui ne s'en sortent pas avec les réseaux sociaux parce que ceux qui sont instruits, qui ont un niveau pour comprendre ces choses-là, ils ne sont pas très nombreux aussi. Et donc, il y a ce travail-là qu'il est en train de faire pour traduire, pour qu'il y ait une version en français pour faciliter effectivement les choses. Il est venu, il a rencontré des autorités en charge des questions de numérique, des promotions ont été faites. On attend de voir comment est-ce que cela va être effectivement amélioré. Mais il n'y a pas que ce Burkinabé qui a créé son réseau social. Il ne sont pas les seuls. Il y a beaucoup qui ont créé leurs réseaux sociaux au niveau de l'Afrique. Mais pour ce qui existe aussi, il y a le travail que certains utilisent aujourd'hui. J'ai pris ici en exemple l'ancien directeur de cabinet du regretté Ahmed Bakayoko, donc Vincent Tobi Irié, l'ancien préfet d'Abidjan, qui effectivement part dans les marchés, rencontre nos mamans, nos soeurs qui vendent leurs étals, sur les étals, et qui dit « Faites-moi voir votre téléphone ». Il prend, il regarde, il dit « Le téléphone même coûte cher ». Mais ça ne sert que à faire des vidéos, aller dans des baptêmes, les mariages, ça ne sert que ça. Elles ont Facebook, elles sont sur les autres réseaux sociaux, mais elles ne font que de l'amusement, voilà. Et lui a dit non, vous pouvez vendre avec ça. Prenez puisque vos appareils prennent de jolies photos, faites de jolies photos, accompagnez des messages, dites qu'il y a quelqu'un qui veut des condiments, vous pouvez livrer à tel coût et tout. Et cette organisation a pris. Dans plusieurs marchés d'Abidjan, ça a pris. Et même à l'intérieur de Côte d'Ivoire, ça a pris. Et donc, des dames, effectivement, se sont organisées à partir de cela. Et d'autres témoignent que son gain hebdo a augmenté. Parce que vous partez livrer, moyennant, d'abord vous gagnez plus, parce que la personne n'est plus obligée de venir devant vos étals, elle économise en temps, vous partez, et puis bon, la personne paie le coût de livraison et tout. Donc il y a une nouvelle clientèle virtuelle qui est là, et bon, vous partez au réel, au contact, et puis bon, voilà. Donc, il y a ce qu'on peut utiliser pour en faire, mais j'ai dit, ça vient nous dire également, nous Africains, qu'il nous faut également développer nos propres réseaux sociaux. Allez-y en Chine, il n'y a pas Facebook. L'ambassadeur, comment on appelle ça, je crois que c'est le chargé d'affaires qui était venu à l'émission à l'an 2 de l'anniversaire non, c'est à l'an 1, non? À l'an 1 de la reprise de la coopération entre le Burkina Faso et la Chine. Il a dit ils sont très nombreux. Plus de milliards d'habitants. Si vous laissez chacun dire ce qu'il veut sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas vous développer. Non. C'est très difficile. Donc, il faut réguler ces choses-là. Ils ont leurs propres réseaux sociaux. Il y a des pays même où pratiquement il n'y a pas Facebook. Donc, c'est un choix. Et encourager ceux qui y sont à créer leur plateforme. Regardez aujourd'hui comment les jeunes Africains souffrent sur Facebook parce qu'il y a une régulation sévère, entre griffes. Donc, parenté à plaisanterie, c'est devenu difficile de faire. Parce que on estime que vous utilisez des termes qui ne sont pas appropriés et tout. Vous écopez de 1 jour, 2 jours, 3 jours, parfois 1 mois de suspension. Vous avez utilisé des termes qui choquent et tout, des images choquantes. Voilà. Donc, et pourquoi? Parce que les manières sont tenues par quelqu'un qui décide quand il veut, comme il veut, de vous restreindre ou de ne pas vous restreindre. Mais si nous avons également notre propre réseau social, oui, parce que les gens parlent de souveraineté numérique. La dernière fois à l'émission, on en avait évoqué avec le ministre de la fonction publique quand il s'agissait de passer au digital. Pour certains, au nom de la souveraineté numérique, il y a des risques que des données puissent être reçues ou cela au niveau de la fonction publique. Mais ce qui fait sourire, parce que les serveurs de nos banques là sont où? Je ne crois même pas que ce soit certains serveurs soient logés au Burkina. Nous, on a nos données personnelles là-bas. Ça, c'est aussi voilà. Maintenant, pour la question de la souveraineté numérique, c'est de tendre vers également nos propres outils. En ce moment, la régulation, les algorithmes, c'est nous qui les maîtrisons et c'est nous qui faisons mettre ce que nous voulons. Mais tant qu'on n'arrivera même pas à ça et que vous utilisez le réseau social conçu par quelqu'un de l'autre bout du monde et vous voulez parler encore de souveraineté numérique, parce que la personne va vous dire les données que vous devez obligatoirement mettre avant qu'elle ne valide votre inscription. La souveraineté à quel niveau? Donc, la souveraineté va au-delà de ce qu'il y a. Ça va au-delà de pouvoir que nous également nous puissions créer nos propres outils. Ça, je pense que ça c'est un élément important dans cette affaire de souveraineté numérique. D'accord. Quand
On parle de l'impact de ce bug-là. C'est vrai que Geoffroy l'a rappelé tantôt. L'incidence est estimée à plus d'$1 milliard pour ce qui est du fabricant de ces applications-là. On a eu également l'impact sur le plan national, comme vous l'avez dit. Beaucoup utilisent ces outils-là comme moyen, le prolongement de leur entreprise. Mais la vraie question, et pour beaucoup, c'est que ça a été un mal pour un bien parce que ça a permis finalement à beaucoup de se reconnecter à l'essentiel. Oui, c'est vrai, de se reconnecter à l'essentiel. Allez vous asseoir quelque part et observer, vous verrez que ils sont plus ensemble. C'est-à-dire que vous voyez 4-5 personnes qui sont sorties déjeuner et puis chacun a son téléphone dans la main. C'est-à-dire que sur les 1 heure de temps qu'ils auront à passer ensemble, ils auront peut-être 10 minutes de conversation. Le reste du temps, chacun est sur son téléphone. Et quand un rit, l'autre lui demande qu'est-ce qu'il y a. Et non, il n'y a rien, c'est quelque chose que j'ai vu sur le téléphone. Et après, s'il a trop fait, c'est le lui partager et puis c'est fini. Donc en fait, c'est notre société aujourd'hui. C'est comme ça qu'elle est devenue. C'est-à-dire qu'on se rapproche dans le virtuel et puis on s'éloigne dans le physique. Et ça, je pense que hier, ça nous a permis de reconnaître cela. Mais en même temps aussi, à l'intérieur, j'ai dit il y avait beaucoup de questions. Quand on voit par exemple quelqu'un comme c'est François Hogan, non, qui est chef de service, qui a été chef de service de produits chez Facebook et qui a donné beaucoup d'éléments sur la façon dont certaines choses sont menées en interne et qui est passé dans le Wall Street Journal et qui devrait être reçu même aujourd'hui, je pense 5 octobre, écouté par les députés américains sur certaines questions. Elle a fait beaucoup de révélations sur, par exemple, des études qui ont été menées pendant 3 ans relativement à Instagram, l'impact que cela a sur les adolescents. Et il y a un côté pervers. On met moins de sécurité pour plus de gains. Elle a pris plusieurs exemples, parce qu'il y a la question aussi de la façon dont les femmes sont présentées. Il y a même sur la question des élections, par exemple, il y a un algorithme qui avait été créé pendant les élections américaines pour éviter qu'il y ait le maximum de, comment on appelle ça, de fausses informations qui soient divulguées. Mais dès que les élections sont finies, ils ont reprogrammé la chose pour qu'on revienne à l'ancienne. C'est-à-dire que s'ils savent que c'est bon, pourquoi est-ce qu'ils ne le maintiennent pas? Mais parce que quand ils le maintiennent, ça fait diminuer leurs chiffres. Donc même les fausses informations, ça leur fait rentrer de l'argent. Donc on fait par exemple 7 heures hier sans avoir accès à leur plateforme. Ils perdent 7 milliards de dollars. Mais, donc c'est pas du jeu. C'est vraiment pas du jeu. Et à l'intérieur, j'ai dit, dans les services qui nous sont proposés, dans les choses qui sont faites, il y a d'abord la question du gain. Mais derrière, il y a une exposition forte des utilisateurs. Quand on est aguerri et quand on connaît un peu ce dans quoi on rentre, on est peut-être moins exposé. Mais les adolescents sont leur cible aujourd'hui. Parce qu'ils les conditionnent et demain, ce sera des adultes conditionnés. Et ça, quand vous écoutez la dame, elle le dit de façon très claire, l'impact et la volonté de les impacter, elle est très affirmée. Donc il faut faire vraiment attention. Nous aujourd'hui, dans ce qui n'était pas notre réalité, où les enfants n'avaient pas droit à tout très jeunes, aujourd'hui, pour peu que l'enfant vous donne quelques résultats probants, il n'a même pas l'âge d'avoir un téléphone, on lui donne un smartphone. Avec ce que c'est comme fenêtre sur le monde. Si vous n'avez pas les moyens de regarder ce que l'enfant regarde, de savoir vers quel site il part, vous êtes foutu. Et même le contrôle, là-bas, il est limité parce que le vrai contrôle, c'est l'éducation que vous lui donnez. Il est libre d'aller là où il veut, converser avec qui il veut, se faire passer pour un adulte alors qu'il ne l'est pas. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et c'est ce qu'on ne veut pas quelquefois accepter. Et donc, vous avez un enfant qui virtuellement converse avec d'autres personnes en tant qu'adulte, qui fait des choses d'adulte sur les réseaux sociaux, mais qui est assis comme un gamin chez vous à la maison. Et ça, c'est très dangereux. Et je dis encore une fois que quand on écoute, et je pense que ça donne un onde de choc aussi à son message, cette dame-là, François Hogan, qui doit être auditionnée aujourd'hui, avec ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire que ces dénonciations et tout ont eu encore plus d'écho. Donc ça va nous rappeler aussi qu'il faut faire attention. S'ils se font autant d'argent, ce n'est pas sur rien. Et puis, il faudrait qu'on soit assez vigilant. Il y a ce que ça nous apporte de positif, mais il y a ce que... Moi, je prends un dernier exemple pour terminer, pour la question du rôle des réseaux sociaux et puis comment est-ce que nous, on les voit et on les utilise. Regardez TikTok.
Ça a été créé, je pense que c'est en 2016. C'est entré aux États-Unis en 2019, ça a connu le boom. Parce que, je dis 2019, en tant que application à téléchargement gratuit, ça a connu le boom, comme on l'a vu avec la maladie à coronavirus, avec les vidéos qui ont été postées et tout, parce que c'est une plateforme qui ne permet que de partager des short vidéos. Mais allez sur TikTok. Quand vous voyez nos frères sur TikTok ou nos soeurs, la plupart du temps, c'est danser, trémousser les fesses. Ce n'est pas la vocation. C'est ce que nous en faisons. Il y en a qui partagent là-bas comment on appelle ça, des anecdotes de cuisine. Chacun partage ce qu'il a dans son quotidien et c'est un outil marketing pour beaucoup. Un retour d'expérience. C'est ça, c'est un outil marketing pour beaucoup. Mais quand on regarde notre utilisation de cet outil-là, par exemple, c'est comme ça. Et Zhang Yangming, comment c'est le nom du créateur, il fait partie des personnes les plus riches, c'est le deuxième en Chine. Il est né en 83, c'est un jeune. Il l'a créé, il y a une vocation derrière, mais au fil du temps, elle a été, je ne dirais pas qu'elle a été dévoyée, mais chacun en fait ce qu'il veut. C'est là où c'est là où le caractère pervers des choses. Il faudrait qu'on sache ce qu'on fait des outils qu'on nous met dans la main. Il dit c'est facile de piquer quelqu'un et puis dire c'est le couteau. Okay. Dernière observation, Juge Bougma. Oui, la dernière observation, on n'a pas idée de l'influence de ces réseaux sociaux sur l'humanité et surtout sur les adolescents. On n'a pas idée. La dernière fois, je citais les résultats de cette étude-là qui avait montré que sur la maladie à coronavirus, il y a 12 personnes qui sont responsables de plus de 60% des fausses informations sur la maladie à coronavirus avec un impact de 50 millions sur les 50 millions d'habitants. C'est énorme. Parmi les 12, il y a le cousin de l'ancien président John Kennedy qui est cité parmi les 12. Donc des partisans de la théorie du complot, donc des partisans de la théorie conspirationniste et tout, mais c'est un matraquage à outrance. Donc on n'a pas idée de l'impact de ces fausses informations sur notre quotidien. Deuxième chose, il y en a qui ne savent même pas que c'est le réseau social, c'est le business de quelqu'un. Et qui ne sait pas que derrière un clic, il y a quelqu'un qui engrange de l'argent. Et le soir, qui fait le bilan de son gain journalier. Je ferai parler des pertes d'hier pour Facebook, qui a dégringolé au niveau de la bourse. C'est coté en bourse. C'est une entreprise de quelqu'un. Donc, ils cherchent de l'argent avec. Mais nous, comme nous rentabilisons nous aussi avec, je pense que c'est dans ces conditions-là. Mais comme nous sommes rentrés dans les réseaux sociaux, sans éducation aux réseaux sociaux, sans aucune connaissance de ce que c'est bien, ça permet d'interagir, paf, on y est allé. On n'a pas fait attention de comprendre que nous aussi, nous pouvons gagner avec Facebook. Nous pouvons gagner avec WhatsApp. C'est maintenant qu'il y a eu maintenant un boom que les gens ont commencé à comprendre. Mais c'est très important, effectivement. Je ferai parler de TikTok, mais j'ai vu la publication d'un jeune Burkinabé, là, j'ai oublié son nom ce week-end, qui faisait marrer tout le monde. Il dit que lui, il félicite pratiquement le créateur de TikTok. Parce que ce qu'on ne pouvait pas voir d'intimité en l'homme ou en la femme, on l'a sur TikTok. Et je parle surtout de la femme. Tout ce que vous ne pouvez pas imaginer de ce que nos sœurs ou nos mamans pouvaient faire dans leur salon, dans leur douche. Toute intimité exhumée. Et vous l'avez, pour ceux qui sont sur TikTok, ils l'ont gratos. Bon, pas gratuit parce que vous avez payé le téléphone, vous avez payé les mégas, mais bon, voilà, ça vous rejoint là où vous êtes. Et l'impact aujourd'hui sur les jeunes est très, 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 très énorme. Vous voyez des jeunes lycéennes, des jeunes collégiens ou étudiants qui sont toujours fatigués, qui sont toujours distraits. Mais c'est ça. Puisque les temps libres, là, c'est consacré à ça. La pause entre midi et 2, c'est sur le téléphone. Le soir, rentrer à la maison, il y a un dernier coup d'œil à jeter avant de dormir. Soit on a un message, ou on a une dernière vidéo. Donc, les jeunes rentrent avec le mind, le cerveau chargé. Conséquence, insomnie, cauchemar, des jeunes distraits. Et qui commettent les fautes les plus inimaginables sur les copies. Les fautes d'orthographe les plus inimaginables. Puisque c'est de la distraction à outrance. Je dis bien, on y est rentré sans faire, sans savoir. Les spécialistes vont vous dire il faut que l'enfant ait 12 ans pour avoir accès à tel téléphone. Même devant la télé, il faut décrocher l'enfant 1 heure avant son temps de sommeil. Même si vous allez laisser l'enfant regarder la télé la nuit, vous décrochez au moins 1 heure avant que l'enfant ne parte au lit.
il y a combien qui connaissent ça? 2, il y a combien qui acceptent d'ailleurs l'appliquer? Geoffroy l'a dit, dès que quelques 2 bonnes notes, c'est pas un petit téléphone, c'est un smartphone. C'est la fenêtre ouverte sur tout ce qu'il y a. Maintenant, avec les prédateurs qui sont également sur les réseaux sociaux, aussi ces prédateurs-là, qui pistent les enfants sur les réseaux sociaux. Donc, pour le gain facile, aidant et tout, qui arrive à appâter ces jeunes-là. Et voilà ce qu'on a. Donc, j'ai dit, mais on est rentré sans véritablement une éducation aux réseaux sociaux. Et les parents, nos autorités, parce que certaines autorités ont pris aussi des libertés sur les réseaux sociaux, on a vu les conséquences. Certains se sont fait arnaquer, spolier, abuser de leur confiance et même de leur intimité. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Les parents, pareil. Les enfants, dedans. Même les enseignants, dedans. Parce que personne n'a pris la prudence pour d'abord chercher à savoir avant d'y aller. Ah non, c'est un bon outil, ça permet. Voilà. Donc après, vous vous rendez compte que, comme j'ai dit, vous êtes habillé pour aller au marché, mais vous êtes mal habillé. On se rend compte que voilà, vous êtes soit mal chaussé, vous avez pris des chaussures de couleurs différentes sans vous en rendre compte, ou bien une partie de votre intimité qui est dehors. Vous ne savez même pas que les gens vous regardent, mais bon voilà. Après, vous voulez cacher, mais c'est déjà là. Merci, messieurs les juges. Nous allons nous intéresser au deuxième sujet enrôlé pour la présente convocation. À côté du terrorisme classique, il y a le terrorisme scientifique qui nous tue. Cette phrase est du ministre Stanislas Ouaro, des propos tenus lors du lancement de la rentrée 2021-2022 des classes préparatoires d'entrée aux grandes écoles. Une boutade qui, en tout cas, cache une triste réalité. Pour être peut-être fidèle dans les propos, je vais reprendre une partie de cette déclaration. Il dit, je cite, « Il y a le terrorisme qui nous tue avec des armes et des munitions. Il y a le terrorisme scientifique qui nous tue aussi. Tous ces individus qui fièrement disent qu'ils sont les seuls dans leur domaine, qu'ils sont les plus forts dans ceci ou dans cela, sont des terroristes d'un autre genre. » Juge Vara. Oui. C'est vrai que le ministre, il utilise les mots qui sont les siens pour traduire aussi une réalité que beaucoup connaissent aussi dans nos universités. Vous allez, on vous dit qu'il y a un spécialiste, c'est celui-là. Et bon, moi je ne vois pas quel mérite vous avez grâce à l'argent du contribuable, donc grâce au pays, allez vous faire former ailleurs, et revenir et puis fermer la porte à ceux qui veulent avoir le même profil que vous, avoir les mêmes compétences, avoir cette expertise-là. Et quelquefois, on ne l'ouvre que lorsqu'il s'agit d'un proche. Lorsqu'il s'agit de son enfant, vous allez voir qu'il y a comme un passe-droit, il y a comme une brèche qui s'ouvre, comme par miracle. L'enfant s'en va faire ça et revient. C'est comme si, même c'est le besoin qui est celui étatique. La réponse qui a été donnée, qui vous a permis d'aller vous former, c'est de la rareté là. Vous allez la garder pour que ce soit maintenant un truc pour un cocon familial. Ça, on le voit dans beaucoup de nos universités. Mais c'est pas seulement que Coco Burkina. Hein. Moi, je me rappelle, lorsque je m'inscrivais pour l'école doctorale de l'ISAN, Institut des sciences anthropologiques de développement, du professeur Issane Séraphin, mais le monsieur nous dit, quand il tente d'ouvrir cette école-là, cet institut, au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny, mais les autres lui demandent, mais toi, tu as quel problème? C'est-à-dire que c'est en son temps, lui demander, toi, tu as quel problème? Parce que les autres voient ça d'un mauvais œil. Ils disent, mais c'est comme si vous veniez permettre à n'importe qui de venir continuer. C'est-à-dire qu'il faut serrer. Comme si dans l'imaginaire, parce que serrer, c'est empêcher les autres de pouvoir accéder à cette connaissance-là et puis de pouvoir servir après. On a l'impression que les gens, ils veulent serrer. Ils veulent être... On dit il y a que deux du domaine au Burkina. Quand on dit ça, il est content. Mais il est le seul expert. Quand on dit ça, lui, il est content. Mais ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et je crois que la vocation de quelqu'un qui arrive quelque part, c'est d'emmener les autres. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. C'est vrai que le ministre utilise peut-être ces mots-là. Je pense que c'est sûr quoi il fait allusion, mais c'est une réalité dans nos universités. D'accord. Alors, Geoffroy l'a dit, c'est une réalité qui est souvent dépeinte, mais quand c'est dit haut et fort par un ministre de la République, ça prend d'autres proportions. Ce qui est d'ailleurs intéressant dans cette affaire, c'est ça. Parce que ce n'est pas n'importe qui, entre griffes, quand même, qui le dit. Ce n'est pas n'importe qui le dit. D'ailleurs, j'enlève mes griffes. Ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a dirigé l'IBAM, qui a été président de l'université Ouagadougou,
donc professeur titulaire de son État, donc, et qui est ministre de l'Éducation nationale, qui a aussi actuellement le profil de vice-président du parti au pouvoir. Donc il est en même temps décideur, il est dans la politique, et il a dirigé, donc il sait de quoi il parle. Et le 10 ans, ça donne de l'intérêt, et ça donne de l'espoir que quand on arrive à ce niveau de responsabilité et qu'on vient dénoncer ces choses-là, il y a un début de solution qui a commencé. Parce que dans le temps, c'était des étudiants qui en parlaient, certains enseignants qui en parlaient, puis ça s'arrête là. Mais quand, en la faveur de la reprise des classes, on est à ce niveau où une personnalité de sa trempe le dit, j'ai dit, il faut féliciter. Maintenant, ce n'est pas seulement ça. Ce qu'on attend maintenant, c'est des résultats. Comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que ce terrorisme-là, scientifique, prenne fin? C'est beaucoup plus là l'essentiel. Et c'est ce que certains attendent d'ailleurs depuis des années. Vous savez, le numérique aussi est venu faciliter parce que des gens ont maintenant la possibilité de s'inscrire ailleurs pour se faire d'autres diplômes, ce qui n'était pas évident dans le temps. Sinon, c'est une réalité. Vous avez des filières qui ont été fermées dans nos universités parce que le tout-puissant Dieu qui y était n'est plus. Admis à la retraite, il continuait après, il pouvait plus, il n'était même plus, il n'est plus de ce monde. Et son enfant, sa fille ou son fils, il n'a pas pu l'outiller pour venir prendre la filière et puis c'est fini. Mais comme il y a des gens qui ont bénéficié de la bourse, qui ont bénéficié des facilités, qui sont allés de l'autre côté, étudier, revenir et faire de la filière ou du département leur entreprise familiale. C'est leur fille ou leur fils qui revient pour reprendre les choses. Même dans le domaine de la santé. Vous avez des spécialistes au Burkina, il n'y a pas. Mais monsieur a tout verrouillé. Des étudiants ont brisé leur carrière et ont foutu leur vie entre griffes pour avoir eu le courage de dire que je vais faire telle filière. C'est aujourd'hui que le concours sur la spécialisation a quelque peu changé. La méthode de recrutement a changé. Ce qui fait que d'ici là, on aura des spécialistes dans beaucoup de domaines. Parce que la méthode a changé. Mais dans le temps, monsieur n'a pas le temps même pour proposer un sujet pour le concours de spécialité. Il n'a pas le temps. Il corrige des copies. Il a des consultations. Il a des cours à donner hors du Burkina. Et comme je suis le seul dans le domaine, vous voyez, ce n'est pas simple. Il y a beaucoup à faire. Voilà. Et puis, il est tout en partie. Il n'a même pas le temps pour proposer un sujet pour le concours. C'est très grave. Donc, mais le début de solutionnement, j'ai dit bien, a commencé. J'ai dit parce que la façon de faire le concours pour la spécialisation a changé. Tous les spécialistes proposent des sujets et puis tout le monde compose. Et maintenant, en fonction de votre rang, vous choisissez la spécialité qui vous va et puis bon, voilà. Donc, ce qui fait que petit à petit, les filières sont en train, effectivement, d'être pourvues. Mais à côté aussi, il y en a qui ont trouvé la parade, comme Geoffroy l'a dit, qui sont venus, mais qui ont ouvert aussi d'autres écoles annexées au grand département. Vous prenez par exemple le département de droit, certains sont venus créer des filières annexées et ont formé des gens. Et ça, c'est bien. Sinon, vous prenez le département de droit, je pense qu'en son temps, il y avait criminologie dans les programmes, mais on ne s'était pas enseigné parce qu'il n'y en avait pas et tout. Et dans le domaine des sciences exactes et appliquées. Donc, certaines filières ont été créées pour annexer aux grands lots qui existent. Et ça, c'est bien. Donc, ça a permis d'avoir des spécialistes dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la nutrition, dans le domaine du management, dans le domaine, à partir à l'université de Ouagadougou. Certains, c'est des formations certifiantes, d'autres, ça va jusqu'au doctorat et tout. Ça a permis, cette façon de faire également a permis d'avoir des spécialistes pour pouvoir maintenir la barque. Parce que ça a un effet, c'était pratiquement, entre griffes, un effet de contournement. Donc, des professeurs qui viennent avec la volonté de faire autrement, mais des gens qui barraient la route. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Comme vous êtes qualifié pour créer, vous créez, et au fur et à mesure, ça crée des émules. Et aujourd'hui, à l'université de Ouagadougou, il y a plusieurs écoles annexées, et puis ça marche. Mais il n'y en avait pas. Donc, j'ai dit bien, le professeur Ouaro a bien fait de dénoncer avec les Burkinabés, de révéler que ça existe, mais ce qu'on attend, c'est encore davantage de, comme on appelle ça, de solutions par rapport à choses. Mais pour terminer, je pense aussi que c'est notre État. Je pense qu'à un moment donné, il a été de la responsabilité de ceux qui nous dirigent qui ont manqué de fermeté. Vous avez été formés pour ça. Quand vous venez à un contrat d'objectif, pour vous évaluer, vous avez
tel temps, vous devez former tel nombre, et puis vous êtes évalué sur ça. Et en dehors de ça, prendre des dispositions pour que des sanctions soient prévues. C'est tout. Parce que quelqu'un ne peut pas venir dire à ses étudiants que lui, il est mieux que le chef de l'État. Parce que si le chef de l'État n'est plus aujourd'hui, demain il est remplacé. Mais si lui n'est plus, c'est fini, c'est le vide. Et puis il est content. Si lui n'est plus aujourd'hui, c'est fini. C'est le vide parce qu'il n'y a personne au Burkina pour me remplacer. Quelle fierté. Et puis vous dites ça à des étudiants et puis vous êtes content. Et puis il n'y a rien. Non mais ça, ce n'est pas la responsabilité de la personne. Hein. Moi, c'est tous ces ministres qui se sont succédés au département de l'enseignement, tous ces présidents qui se sont succédés au niveau du Burkina, qui ont à un moment manqué d'assumer leurs responsabilités en exigeant et avec un cahier de charges clair et je dis bien des sanctions prévues pour ça, pour que la personne sache que vous ne pouvez pas aller étudier avec les frais du contribuable. Et parfois, c'est l'État qui a négocié la bourse avec un État ami. Vous bénéficiez de ces largesses-là. Vous venez dire que le chef de l'État, lui, peut être remplacé, mais vous ne pouvez pas être remplacé parce que vous êtes unique en votre genre. Vous avez pris l'avion. C'est le fruit de l'intelligence de quelqu'un. Quand vous êtes arrivé, vous êtes dans des salles. C'est des gens qui ont travaillé pour bâtir ces salles-là. Vous ne pouvez pas revenir tenir ces propos-là. Et puis les gens vous regardent comme ça sans rien dire. D'accord. Il y a la responsabilité de l'État qui doit aussi être pointée du doigt. Ils pensent qu'ils ne peuvent qu'être secondés que par leur fils ou bien par leur fille. Les professeurs, là, ils sont en train de nous regarder, en train de nous écouter. Ceux qui ont fonctionné comme ça, là, honte à vous. Parce qu'on en a tous souffert. Vraiment honte à eux. Je ne sais pas si c'est le collecteur. Merci, juge Va. C'est sur ces propos-là que nous allons mettre un point final à cette convocation. Nous avons parlé de la panne, en tout cas survenue sur les applications Instagram, Messenger et WhatsApp. Également, nous allons parler du concept de terrorisme scientifique qui a été dénoncé par le ministre Stanislas Ouaro. Merci pour vos clés de lecture. Nous plaidons rendez-vous demain pour la même mission. Posez un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, Truth TV et Watt FM.